intitulé « Aménager sa classe en centre pour développer l'autonomie ». C'est bon. Donc vous allez voir, c'est un sujet qui est quand même assez vaste et on espère pouvoir être assez clair. Mais on va garder quand même un temps de questions à la fin pour vous expliquer si jamais il y a des questions qui persistent. Donc moi c'est Aurélie Leclerc, donc je suis maîtresse en CP. Et donc Séverine, donc moi j'ai un CE1 CE2. On est donc dans la même école à Fleuranges. Donc pourquoi cet atelier? Parce qu'en fait l'année dernière on s'est posé beaucoup de questions, notamment le fait qu'on avait l'impression de gaver des joies en classe. On n'avait pas l'impression en fait d'individualiser assez le travail, qu'on couvrait les élèves et qu'on n'arrivait pas vraiment à répondre aux besoins de chacun. Et donc on s'est posé des petites questions. Vas-y. Voilà. Alors avant de commencer vraiment la description de ce qu'on fait en classe, on tenait vraiment à préciser que ce genre de fonctionnement-là, c'est pas que pour les zones favorisées ou pour les petits effectifs, parce qu'on a, voilà, on est dans une zone qui est anciennement REP, donc à Fleuranges, près d'Union. On est une grosse école qui contient donc 13 classes, dont une ULIS. Et voilà, avec un... directrice et voilà, avec un milieu quand même socioculturel assez varié, assez hétérogène. On a beaucoup d'enfants et de familles non francophones et qui ont aussi parfois des relations pas forcément évidentes avec l'école, qui sont pas forcément à l'aise avec le milieu scolaire et avec qui on essaie de développer des relations, mais c'est pas toujours facile. Du coup, on s'est posé beaucoup de questions, des questions qui ont été faites à partir de constats, qui sont que de plus en plus nos classes, bon, pas seulement chez nous, mais en avis chez vous aussi, sont surchargées, il y a de plus en plus d'élèves. On a de plus en plus d'élèves qui ont des problèmes de comportement assez importants, de plus en plus d'élèves en difficulté face aux apprentissages, et des élèves qui ont un rapport à l'école qui est bien différent parce que beaucoup nous disent qu'ils ne voient pas l'intérêt de venir vu que y a Internet et que sur Internet ils peuvent apprendre aussi bien, donc l'école ils la subissent plus qu'ils ne l'apprécient. Et puis on a également fait des constats, pour nous en tant qu'enseignants, puis avec les enseignants avec qui on a discuté, on a relevé quelques petites choses qui est assez générales. Notamment un ras-le-bol un petit peu aussi, voilà, comme tu l'as dit, de fonctionner aussi de façon traditionnelle, voilà, les chaises en rang de réunion, de tout le monde fonctionne en même temps, les élèves qui écoutent, enfin, voilà, avec je pense les élèves et les classes qu'on a maintenant, ça devient de plus en plus compliqué. Donc voilà, on a essayé aussi on a noté de la part des enseignants une envie de trouver des moyens d'enseigner de manière alternative en termes d'aménagement ou de pratique d'enseignement. Il y a aussi une volonté d'individualiser les parcours, de ne pas forcément fonctionner avec tous les élèves de la même manière, de vouloir personnaliser pour pouvoir répondre aux besoins de chacun. Et je pense pour beaucoup d'entre nous, on a aussi une envie de développer l'autonomie chez nos élèves, les rendre autonomes, acteurs de leurs apprentissages, pour qu'ils puissent avoir le choix aussi de leur façon, de leur manière d'apprendre. Et pour terminer, on avait aussi envie de valoriser l'entraide, le travail en petits groupes, pour pouvoir aussi proposer un cadre de travail serein qui faciliterait les apprentissages et qui permettrait, notamment par exemple chez toi au CP, de permettre une transition plus en douceur entre la maternelle et le CP, parce qu'on a quand même une sacrée marche. Voilà. Un gros fossé. Un gros fossé. Voilà. Donc, des constats assez difficiles. Alors, plutôt que de partir en dépression directe, on a préféré faire des recherches et puis lire pas mal. Et donc, tout a démarré en voyant un blog qui s'appelle « Mais que fait la maîtresse ?», qui proposait en fait un travail et une analyse de ce livre-là. Elle travaillait en centre de mathématiques. Donc, on s'est un peu renseigné sur ces livres et sur les ouvrages de David Diller, et on s'est procuré les autres. Et on les a lus et tout est parti de là. Et c'est par rapport à ces livres qu'on a mis en place ensuite notre fonctionnement ensemble. Voilà. Donc, au départ, c'était l'année dernière, mois de mars. Donc voilà à quoi ressemblaient nos classes. Donc voilà, des choses assez classiques, une organisation soit en rangée, soit en îlot qu'on peut retrouver, je pense, chez beaucoup d'enseignants. Et après nos lectures, et après réflexion et de nombreux essais, le choc, voilà, on arrivait à ça. Donc un travail
la première chose qu'on a mis en place, c'est un travail en demi-classe. Donc que l'on soit en classe entière, enfin en cours simple, en cours double, voilà, c'est de fonctionner en fait avec ce grand U, un peu comme vous êtes là finalement, qui permettra avec la moitié de la classe, pendant que les autres sont dans des centres d'autonomie, au fond de la classe, sur voilà, des sièges et des tables, ce qu'on appelle plus flexibles, voilà, un aménagement un petit peu différent. Voilà. C'est surtout, en fait, on peut le voir d'ailleurs sur nos emplois du temps, qu'on vous a mis au tout début, où on peut voir cet aménagement-là, puisqu'en fait, vous remarquerez que pour chaque atelier, chaque travail avec l'enseignant, qui est coloré, on a une partie aussi des enfants qui sont dans des routines ou dans des centres d'autonomie en blanc. Comme ça, vous le voyez bien. Donc ça montre bien qu'à chaque fois on est en demi-classe. On est avec des élèves à la moitié de la classe pendant 25 à 30 minutes. Et puis ensuite on alterne avec l'autre moitié de la classe. C'était encore un autre truc. C'est ça. Du coup, donc, le fonctionnement en demi-classe, c'est la première chose qu'on a testée l'année dernière. On a coupé donc notre classe en 2 groupes différents. Donc j'avais 26 élèves, donc j'avais 2 groupes de 13. Et je travaillais avec un groupe et l'autre, je le mettais sur un travail en autonomie. Alors au début, le même travail, et puis après, je suis allée vers les centres qu'on va vous développer un peu plus tard. Donc la demi-classe, c'est la moitié de la classe. Il n'y a pas de solution. Justement, là, on y vient. Moi, cette année, en tout cas, j'ai que des groupes hétérogènes pour toutes les disciplines. Mais Séverine, par exemple, elle fonctionne parfois avec des groupes homogènes pour la lecture. La lecture, notamment, forcément, en lecture, j'ai 2 groupes. Bon, là, j'ai des CE1, CE2, mais je ne fonctionne pas en lecture CE1, en lecture CE2. C'est-à-dire que s'il y a des CE2 qui ont des grosses difficultés, je fonctionne en groupe 1, groupe 2, avec des objectifs différents. Là, par contre, c'est homogène et en écriture aussi. J'ai des élèves qui retravaillent les minuscules, d'autres les majuscules, d'autres qui font déjà la copie experte. Là, par contre, c'est homogène. Ça dépend vraiment des domaines et puis de nos objectifs aussi. L'année dernière, j'avais aussi en lecture des groupes homogènes. Mais cette année, c'est que de l'hétérogène. Et du coup, la demi-classe, ça nous a permis, nous, en tant qu'enseignants, de changer de posture et de voir une amélioration dans le sens où on était plus disponible pour les enfants, parce que comme on travaille en demi-classe, on se trouve... Par exemple, moi, je suis sur un tabouret roulant au milieu du U, donc je suis tout de suite au-dessus de ce que font les élèves et je peux intervenir tout de suite. Les élèves sont plus en confiance et les plus timides, ils ont un peu moins de difficulté à lever la main vu qu'il n'y a pas toute la classe, quoi. C'est plus simple aussi pour observer là où ils font des difficultés, pour réagir immédiatement. Et on est plus proche automatiquement des élèves, donc c'est bien pour le moral des troupes. Voilà. Alors, en ce qui concerne les centres d'autonomie, voilà. Donc, il a fallu réaménager la classe, forcément, puisque les centres d'autonomie, en fait, ça correspond pas des ateliers, mais en fait, dans chaque bac, vous avez une activité pour un domaine ou un sous-domaine. Donc, par exemple, on a des bacs pour le langage oral, un tiroir, je veux dire, pour la lecture, compréhension, pour l'affluence. On peut avoir pour l'écriture, la production d'écrits. Anglais, mathématiques. Voilà. En fait, en gros, chaque discipline a un tiroir et une activité. On va savoir que tous les tiroirs ne sont pas forcément remplis pour la semaine. On choisit en fonction de nos besoins et de ce qu'on voudrait faire revoir aux élèves ou découvrir aux élèves. Voilà. Donc les activités sont réalisées de manière autonome parce que forcément, nous, on est avec le demi-groupe dans le U. Donc voilà, c'était vraiment un de nos gros défis, un gros challenge, c'était de développer l'autonomie, parce que là, on ne pouvait pas être disponible pour les enfants qui sont en autonomie. Voilà. Donc après, ça c'était difficile au départ, parce qu'ils avaient l'habitude de venir nous voir et nous solliciter très régulièrement. Mais au fur et à mesure, ils ont appris à développer aussi des autres stratégies, demander aux camarades, trouver les réponses dans leurs outils, dans les livres, dans leurs cahiers. Voilà. Et par contre, voilà, on a quand même mis en place, puis toi aussi je crois, oui, une petite pancarte qu'on a appelée SOS Maîtresse, en fait, sur lequel ils peuvent écrire sur des post-it en fait, et coller dessus s'ils ont une difficulté vraiment persistante.
par exemple, quelque chose qu'ils n'ont pas compris dans les centres, et que malgré plusieurs sollicitations, ils n'ont toujours pas compris, ils peuvent l'écrire en décrivant une ou deux phrases leurs difficultés. Et puis nous, même quand on est dans le U, on peut rapidement voir qu'il y a un petit post-it, aller chercher, le lire et puis appeler l'élève. Ils savent maintenant que voilà, quand on est au U, quand on travaille avec le groupe du U, ils ne doivent pas venir nous déranger. Donc le SOS maîtresse, c'est vraiment en dernier recours. Et pour nous, on y jette un coup d'œil de temps en temps. Si on a 2 minutes, on va les voir. Mais bon, en général, maintenant, il n'y en a plus de post-it. Ça fait un moment qu'on en a plus, voilà, ils se débrouillent. Voilà. Du coup, il a fallu repenser complètement l'espace classe et le réaménager. C'est pour ça, du coup, que le U se trouve près du tableau. Et donc ça, c'est l'organisation des centres qui se trouvent à l'arrière de la salle. Donc ça, c'est chez les CP, c'est chez moi. Et ça, chez les CE1, c'est le 2, chez CR. Et donc, en début d'année, moi, chez les CP, je leur dispose sur les tables les activités, un peu comme en maternelle, pour qu'ils s'y retrouvent, parce qu'ils connaissent ce fonctionnement. Mais de plus en plus, dans l'année, après, les activités vont dans les tiroirs, et donc ils prennent le tiroir et ils vont s'installer où ils veulent pour travailler avec leurs camarades. Voilà, l'intérêt, c'est de travailler aussi, qu'ils puissent travailler en binôme, en petits groupes aussi, pour s'entraider. Voilà. Parce que l'année dernière, on avait testé d'abord de faire des groupes de 3, 4 pour les centres d'autonomie, mais niveau sonore, c'était juste invivable. Donc par binôme, c'est très bien. Ils peuvent comme ça s'aider et ça ne fait pas trop de bruit et on peut quand même travailler dans des bonnes conditions. Ils sont toujours 2 ou 3 par centre? Ils sont 2, moi toujours maximum 2. Seuls ou à 2. De toute façon, dans chaque centre, il y a le matériel pour 2 élèves. Il y a un jeu, il y a un seul jeu. Et c'est eux qui choisissent leur binôme? En début d'année, moi j'ai imposé, le temps qu'ils comprennent les règles, etc. J'ai imposé, on vous montrera après, je crois, le tableau de programmation. Je leur disais avec qui ils devaient travailler. Et maintenant qu'ils ils connaissent les règles, ils savent comment ça se passe, il y a moins de soucis, ils se mettent avec qui ils veulent. Voilà. Mais après, ça ne leur interdit pas, si le copain ne peut pas les aider, d'aller demander à quelqu'un d'autre. Ils peuvent demander à ceux qui sont dans le groupe des centres, ils peuvent aller demander de l'aide à n'importe qui, mais pas à moi, parce que je suis obligée. Oui, niveau matériel, ils avaient tout acheté, nous. Une bonne partie, ouais. Mais enfin, oui, on en a acheté, mais moi, il y a plein de trucs que j'ai récupéré de copains qui déménageaient. Voilà, j'avais mis des annonces sur mon côté. J'ai dit, si vous déménagez, vous débarrassez des trucs, voilà. Avant Emmaüs, il y a moi, quoi. Et une autre chose la première chose en fait qu'on a faite au final, c'est sortir les sacs de la classe pour gagner un maximum d'espace. Parce que jusque-là, ils avaient les sacs à côté des pupitres, comme je pense partout. Et donc là, on a eu le droit de les laisser dans les couloirs. Donc le matin, en fait, ils arrivent. Moi, je leur affiche ce qu'ils doivent sortir du sac. Ils mettent dans les caisses qui sont là-bas, par terre. Chaque caisse, c'est une sorte de cahier. Ils sortent le matériel dont on aura besoin dans la journée. Ils restent dans la caisse en classe. On l'utilise quand on en a besoin. Et le soir, on reprend ses affaires, on les remet dans le sac qui est dans le couloir et on s'en va avec. Mais le sac reste dehors. Et les trousses, elles restent dans la classe. Par contre, ils ne les ramènent plus du tout à la maison. Il n'y a pas de casier, il n'y a plus de place à titrer, ils n'ont plus leur place à eux, c'est tout est mis en commun. Parce qu'au final, dans la journée, ils ont le cahier de centre, leur trousse. Voilà, leur trousse, et du coup, ils en ont besoin qu'à la... Enfin, moi, en tout cas, je donne pas de devoir, donc la trousse, il n'y a pas intérêt à l'avoir à la maison, donc elle reste en classe. Voilà. Donc, en ce qui concerne la gestion des centres d'autonomie, en fait, ça se fait de manière assez progressive, même au cours de l'année. Donc généralement en début d'année, comme les élèves ne connaissent pas encore le fonctionnement et puis que nous on ne le connaît pas encore très bien, on a mis en place un tableau de programmation, c'est-à-dire qu'en fait par jour, les enfants avaient 2 centres à réaliser obligatoirement. Donc forcément toujours par binôme, comme vous voyez sur les images ou sur les étiquettes. Donc par exemple le lundi, il y avait 2 binômes qui devaient réaliser le centre de langage oral et le centre d'écriture de texte. Et puis ensuite, la journée d'après, c'est nous qui faisons tourner les étiquettes. Voilà, exactement. Pour être sûr aussi que chacun fasse tous les centres et puis qu'ils prennent aussi l'habitude, le rythme de réaliser les activités. Et moi j'avais aussi un système, donc comme là c'est sur la photo, je mettais donc les élèves par 2 et il y avait les 2 étiquettes des centres qu'ils devaient faire et quand ils avaient fini un centre, ils retournaient l'étiquette, comme ça moi je savais si je pouvais corriger ou pas. Et si maintenant ils avaient fini avant, toutes les étiquettes sont disponibles en fait en haut, ils pouvaient prendre un autre centre et le rajouter pour me dire maîtresse j'ai déjà commencé celui-là, donc demain il faudra penser il n'y aura plus à me le mettre dans la semaine. C'était un système d'étiquettes, mais du coup ça prenait
c'était beaucoup d'organisation pour Ça prend du temps. voilà. à mettre Et en donc place au bout le d'une matin. période, quand ils avaient compris le principe, après j'ai dit bon bah maintenant fini les copains, on va faire autrement pour que ça soit plus simple. Voilà. Et donc, on est passé à des plans de travail. Donc ça, on vous les a mis là. Donc là, il y a celui des CP, voilà, qui est plus petit. Et puis ensuite, vous avez... Alors, il y a deux plans de travail. Il y a un individuel. Donc les CP, c'est que du individuel. Moi c'est que un plan de travail Voilà. individuel. Et les... ils sont pas très jolis, mais... Ça, c'est les plans de travail individuels. C'est-à-dire que chaque enfant, le lundi, il reçoit cette feuille-là dans laquelle il a toutes les activités de la semaine. Voilà. Ils ne sont pas imposés, il les réalise dans l'ordre qu'il veut, il fait vraiment comme il a envie. Ça, c'est la première. Il faudrait peut-être refaire passer, parce qu'on en a pu... donc là, je ne sais pas si on peut partager. Est-ce que chaque semaine, c'est renouvelé? Oui. Mais si jamais l'élève n'a S'ils pas n'ont pas fini fait leur... la première, Alors justement, au début, les programmations, c'était pour que tout le monde le fasse. Alors évidemment, on est bien d'accord, il y en a toujours un ou deux des fois qui arrivent à Passer entre les mains. soit ça les avance, mailles soit du t'as ton filet. retard, évidemment. Voilà. Alors, moi, ce que je faisais du coup, pour les petits malins qui arrivaient à passer entre les mailles du filet, j'ai continué à faire un plan de travail collectif. C'est-à-dire que je continue à leur imposer le travail à la semaine. En leur disant toujours, par exemple, tu as 2 centres d'autonomie, parce qu'il y a toujours 2 créneaux d'autonomie, plus un petit créneau pour de la validation. C'est ce que moi j'appelle, en fin de matinée, j'ai un SOS maîtresse, où je ne fais pas d'apprentissage, et où là, les élèves, en fait, je suis disponible, je ne fais pas d'apprentissage, donc s'ils veulent venir me voir pour une aide, ou si moi j'ai besoin de reprendre 2-3 élèves qui ont des difficultés, ils peuvent venir me voir. Donc là, ils ont 3 temps d'autonomie pour faire leur travail, et j'essaie toujours d'avoir une activité, voilà, calcul, numération, lecture, un travail écrit qui va demander du temps. Et pour ceux qui auraient besoin d'un peu plus de temps, ah ben, ils peuvent toujours dépasser sur le 2e temps d'autonomie, qui est souvent d'art visuel, de questionner le monde. Voilà, on peut toujours un peu réguler comme ça. Et bon, il y en a toujours un ou deux il y a 2-3 activités qui passent un petit peu, mais bon, ça après, Ouais, mais je pense que dans toutes les franchement, classes, c'est pas la majorité. et c'est pas comme avant. Moi, avant, j'avais plus d'élèves qui arrivaient à passer dans les mailles, parce que t'as la classe entière, pas forcément un élève qui va se cacher. Ouais, et franchement, c'était notre grosse peur au début quand on a voulu faire ça, c'était de se dire que les gamins, ben, on n'aura pas la prise sur eux, sur ce qu'ils vont faire, on ne sera pas à chaque minute avec eux, il y en a qui vont rien faire du tout. Et en fait, ben oui, au début ils ont essayé, mais comme ils voient qu'on suit, etc., moi c'est vrai que j'avais peur pour les CP, je m'étais dit ils sont trop petits, et en fait, non, je me suis rendu compte que je les sous-estimais à fond. Parce qu'ils sont tout à fait capables et au contraire, ils aiment même bien gérer tout seuls pour montrer qu'ils arrivent à faire et qu'ils sont autonomes et tout. Et c'est justement pour ça que ce fonctionnement, il est bien, je pense, en CP, parce qu'il est plus proche de ce qu'ils font à la maternelle. À la maternelle, ils savent, ils trouvent le matériel, ils circulent dans les ateliers. Ça fonctionne en école aussi. Voilà, ben là, nous, c'est... Tu les prépares bien, CE1, CE2. ça roule un peu plus Voilà. au niveau d'après. Tu vas mettre ça en place au CM1 ou c'est... Oui, pas de la perte de temps, mais non, oui, c'est ce oui, qu'il veut dire, hein, on connaît quelqu'un qui S'ils ont essaie pas justement de d'habitude, mettre en place, mais c'est sûr que comme ils sont plus grands, qu'ils n'ont pas eu l'habitude avant, C'est plus c'est difficile, plus c'est sûr. difficile. Mais je Mais pense pas que ça après, soit impossible. Il faut aménager vraiment en fonction de vous êtes que toutes les deux de l'école. Non, on est 5. Voilà. tout le cycle 2 pratiquement. C'est ça. C'est dur. Par contre, le cycle 3 ne le fait pas encore. Je fais pas encore. Et juste petite précision par rapport au... Parce que moi, j'ai inclus un élève du lycée à 100%, qui fait des choses au CE1 et au CE2. Et en fait, lui, il n'a pas de plan de travail individuel, il utilise le plan de travail collectif et il vient regarder en fonction du niveau dans lequel il est. Il sait, je fais les maths au CE1, je vais regarder ce que font les CE1. Et du coup, il se gère tout seul. Voilà. Et comme ça, c'est affiché au tableau, je suis jamais très loin si jamais il a des difficultés. Voilà. Et du coup, maintenant, il est capable de se gérer tout seul. Et franchement, au début, il avait vraiment peur. Et maintenant, il se gère vraiment comme tous les autres élèves. Oui. Pour les CP, en début d'année, mais ils sont tout le temps en train de poser des questions. J'ai du mal à croire qu'ils font un SOS en stress quand ils arrivent comme ça. Si, ils mettent juste leur prénom en fait. Ils n'écrivent pas leurs questions, au début, je leur explique bien, et en fait, en début d'année, je ne leur donne pas tout de suite tous les centres. Je leur donne une activité. Moi, je suis avec un demi-groupe, et l'autre demi-classe a une seule activité pour tout le monde. En fait, ils font la même. Et du coup, comme ils font la même et qu'il y en a qui ont compris, ils peuvent quand même se débrouiller. Oui, voilà. Le matin, j'ai la ce qu'on appelle la mini-leçon,
où on fait l'accueil et ensuite je leur explique le travail en autonomie qu'ils vont faire. Je leur montre et tout, je prends un quart d'heure, donc automatiquement on va dire ça prend du temps beaucoup en début d'année, surtout avec les CP, mais ils prennent vraiment très très vite le pli, ça doit durer une période et après vraiment ça roule. C'est des activités qui reviennent aussi, il y a des choses qui sont assez Voilà, récurrentes. parce que ce qu'on met au centre en général c'est des choses, enfin ce que moi en tout cas souvent je mets, c'est des choses que j'ai déjà fait avec eux au travail dirigé, donc c'est du réinvestissement, c'est du rebrassage. Ou alors, si c'est vraiment de la nouveauté, c'est de la nouveauté qui leur est accessible et qu'ils peuvent faire tout seuls avec un petit peu de jugeote, on va dire. Quoi. Mais non, c'est des choses qu'ils sont capables de faire. Et donc, en début d'année, les centres, quand je commence à développer les centres avec les CP, je mets des activités de graphisme de maternelle, de grande section, je mets des activités que je sais qu'ils vont savoir faire parce qu'en plus, du coup, ça les met en confiance. Ils se disent, ouais, maîtresse, c'est les doigts dans le nez, ton truc, donc ils sont contents, ils arrivent à faire, et ça les booste un peu plus pour essayer d'aller plus loin les semaines d'après. Voilà. Et donc pour nous aussi nous faciliter la correction et la gestion des centres d'autonomie, donc on a mis en place plusieurs petits fonctionnements, notamment en fait tous nos cahiers sont dans des bacs, disposés à différents endroits de la classe. Voilà. Ouais, celui-là. Donc par exemple là vous avez les cahiers de réussite, donc c'est les cahiers du jour en fait que vous connaissez. Et lorsque l'élève a réalisé une activité et qu'il veut être corrigé, il met son cahier debout. Comme les boîtes aux lettres américaines. C'est un code. C'est cahier couché, pas terminé, cahier debout à corriger. C'est un rituel qu'on a mis en place. C'est très simple et il maîtrise. Et puis ça les responsabilise aussi, parce que j'en ai pas mal au début d'année qui ne mettaient pas le cahier debout. Et ils me disaient, ma maîtresse, elle voulait corriger. Je lui dis, mais c'est à toi aussi de gérer ton matériel, il faut qu'il soit debout. Évidemment, après je corrige très rapidement, mais ils prennent le pli et voilà. Ça fonctionne assez bien. Et non, moi je fais pas de correction collective. Parce qu'en fait, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que quand on fait des corrections collectives, ça sert pas à tous les élèves. Entre ceux qui ont compris, ça les intéresse pas, ceux qui n'ont pas compris, et la correction collective, ça va pas leur servir. Là vraiment c'est individualisé. C'est-à-dire l'élève il a compris, c'est bien, ta vie continue. Celui qui n'a pas compris, moi je vais pouvoir le noter dans un coin et en temps d'SOS maîtresse, donc les 20 dernières minutes de la matinée, je vais dire viens ici, j'ai vu que tu n'avais pas compris, tu n'as pas l'objectif atteint, on va retravailler ensemble, on va voir ce qui n'a pas été. Et c'est vraiment du coup personnalisé, je prends que ceux qui sont en difficulté ou ceux qui ne sont pas à l'aise. Voilà, donc non, plus de correction collective. Et donc on a mis en place également une fiche de suivi, c'est surtout pour nous, pour pouvoir savoir où on en est, avec le nom des élèves, les différentes activités qui sont proposées. Et puis voilà, après je le remplis. Moi j'ai encore un code couleur, et puis c'est pour les élèves aussi parce que c'est très visuel. Si c'est vert, l'objectif a été atteint, donc c'est bon. Jaune, l'objectif est à retravailler, donc ça veut dire que c'est pas mal, mais c'est pas totalement validé. Et orange, c'est qu'il y a un truc qui n'a pas été, peut-être que moi j'ai mal expliqué, que lui n'a pas compris ce qu'il fallait faire. Et voilà, là par contre c'est revu en SOS maîtresse assez rapidement pour éviter que ça traîne en longueur. Généralement, la journée d'après, c'est retravaillé pour tout de suite mettre à plat les difficultés. Et par contre ça, moi je le mets au tableau. Et généralement le matin, quand les élèves arrivent, donc ils arrivent, ils se posent, ils écrivent leurs devoirs, etc. Ils ont une petite activité de rituel. Et j'en ai quand même pas mal qui viennent directement voir ça, parce que je corrige ça l'après-midi, et qui viennent voir où ils en sont. En se disant, en lecture je suis bon, en grammaire, je suis pas bon. Donc je vais aller prendre mon cahier, voir où je me suis trompée, et je me recorrige en vert. Et quand ils se corrigent après, je peux revalider par exemple. Et là, on sent, moi je sens que c'est vraiment, les erreurs qu'ils font, moi ma correction, elle est vraiment utile parce qu'ils vont réfléchir à pourquoi ils se sont trompés, en demandant à un copain, en regardant dans le cahier, en redemandant si vraiment ça ne va pas. Et là, c'est vraiment utile. Je trouve que la correction, elle est utile et elle leur sert à s'améliorer. Ouais. Du coup, si vous voulez voir, j'avais filmé ma classe une fois. Bon, il n'y a pas de son. Non. Ouais, ça marche pas. Oui. Ils se corrigent, j'ai pas compris, ils se corrigent le jour même tout de suite. Ah, ils peuvent, hein. Moi j'en ai des fois, ils me donnent leur cahier, ils sont là, ils attendent. Et des fois, ils me disputent. Ils mettent leur cahier, ils me disent, t'as pas corrigé. Je dis, pardon, j'avais une réunion, j'ai pas eu le temps. Et oui, ils sont très. Il y en a bien sûr, pas forcément, mais j'en ai énormément qui sont très à cheval là-dessus et qui attendent avec impatience ma correction pour jeter un coup d'œil et voir où ils en sont. Ça, c'est agréable. Du coup, là, à l'écran, vous voyez déjà le tableau de programmation. Vous voyez, il y a les étiquettes de début d'année que j'utilise pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Donc, elles sont toutes en vrac. Et en fait, le matin, ils arrivent, il y a le groupe A
et groupe B. Et moi j'affiche, on se met à la table en U ou alors on se met sur le tapis pour s'installer. Le groupe qui se met à la table en U, c'est le groupe avec lequel je vais démarrer tout de suite en travail dirigé, quoi. Et donc dans la journée, après j'ai juste à changer les deux étiquettes là et ils savent où ils doivent se placer. Donc il n'y a pas de son, parce que c'est pas assez fort, donc je vais parler. Donc là, voilà, c'est ce que je dis. Et les groupes, c'est tout le temps les mêmes alors? Alors ils ont changé dans l'année, parce qu'en début d'année... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Maîtresse, j'ai fait des bêtises. C'est bon, Voilà. En début d'année, en fait, j'avais pris l'ordre alphabétique, comme je ne les connaissais pas, hein, les CP, je les coupais en deux, début de l'alphabet, milieu de l'alphabet. Et puis, bah, au bout de 2 jours, c'est bon, on a compris qui était copain, qui n'était pas copain, qui avait un peu de mal ou quoi. Et donc, j'avais refait les groupes, j'essaie de les changer un petit peu dans l'année, selon les affinités bon, voilà, qui par se exemple, créent. une période, des fois la même chose. A, groupe B, c'est le même, quoi. Oui, Voilà. Après, moi, c'est comme c'est CE1, CE2. Au départ, c'est vraiment CE1, CE2. Sauf comme je dis, en lecture, en écriture, où c'est déjà mélangé. Après, ça dépend. Après, j'avais des élèves très en difficulté en CE2 qui faisaient des maths CE1. Du coup, je module en fonction, bah, comme toi, en fonction de... Donc, je sais plus, il y en a qui rigolent sur la vidéo, ils étaient contents de mettre la son de la même. Bon. Donc là, du coup, voilà, c'est le tableau de programmation. Soit ils se mettent à la table en U, soit ils se mettent au tapis. Et donc, bah, ça, c'est le groupe de travail dirigé. Moi, je suis sur mon petit tabouret, voilà, et je circule autour des élèves sur le travail qu'ils font. Et à l'arrière de la classe, du coup, il y a les centres, donc les tiroirs. Ils prennent le tiroir qui les intéresse et ils vont s'installer. Donc, là, ce sont des enfants de centre de lecture. Eux, ils sont en train de faire des mathématiques. Là, les filles, elles sont au centre de découverte en train d'observer l'élevage d'escargots. Et là-bas, ils sont en train de faire de l'art visuel avec un jeu de construction. Donc, ils s'installent vraiment où ils veulent et puis ils font les activités que j'ai demandées. Et quand ils ont terminé, bah, ils reprennent le cahier orange. Donc, là, ils les ont sur les tables, normalement, s'ils ont bien fait comme j'aurais appris. Oui, voilà. Donc, et puis, ils cochent au fur et à mesure, quand ils ont terminé, qu'ils ont réussi de faire les activités. Il y a un centre d'écoute, voilà, c'était pour montrer un petit peu... Mais c'est pas du tout du travail sur fiche, jamais. Ça peut, mais c'est beaucoup... moi je sais que c'est beaucoup de manipulation. Le cahier des centres, on va vous le faire passer, on va vous montrer. C'est là où on colle le plan de travail et où ils collent les exercices sur fiche qu'on leur donne. Et souvent c'est de la manipulation, voilà. Et quand c'est de la manipulation, il faut que je corrige. Moi, je crois qu'on le voit peut-être dans la vidéo, je ne sais plus si je le mets à la fin. Dans la classe, il y a appareil photo et donc ils prennent en photo. Quand ils font de la lecture que je dois évaluer à haute voix, j'ai un dictaphone, donc ils s'enregistrent. Je leur ai appris dès le début d'année à utiliser tout ça. Et donc après, ils utilisent, ils prennent en photo. Moi, le soir, j'ai qu'à prendre l'appareil photo et je vois si la manipulation de maths, elle a été. Ils doivent prendre leur étiquette prénom, mettre dans le cadre de la photo, ils savent. Et c'est un gain de temps de correction, mais en même temps, ils peuvent quand même pratiquer, quoi. Donc là, il y en a qui font de l'écriture aussi. Et voilà. Je pense qu'après, c'est plus intéressant. Et donc, voilà, les centres, depuis qu'on les pratique, on s'est rendu compte que ça pouvait travailler plein d'apprentissages transversaux, que sont l'autonomie et l'initiative. Parce que, la classe est un microcosme de la société, voilà, c'est ce qu'on nous a dit. Donc du coup, il faut que les élèves ils puissent comprendre que quand ils seront plus grands, il va falloir aussi qu'ils soient autonomes, qu'ils se débrouillent un peu tout seuls. Donc on leur apprend, on va dire, assez tôt, qu'ils s'investissent plus dans leur rôle d'élève avec ce fonctionnement-là, parce que ça les motive beaucoup plus. Ils sont plus responsabilisés parce qu'ils doivent prendre soin du matériel, tout est mis en commun, ils ne peuvent pas se permettre de trop abîmer parce que les autres derrière ils prennent le matériel. Ça développe l'entraide, l'autocorrection parce que les activités sont autocorrectives. Et la rétroaction, ça les oblige à se remettre en question, à faire un retour sur ce qu'ils ont produit, à réfléchir où ils peuvent s'améliorer. Et puis Ça doit être bruyant, non? C'est tout en bruyant. Au début, oui. Après, il faut accepter qu'il y a un petit peu de bruit, ça va pas être calme. Voilà. Dans une classe où tous les élèves font leur exercice en même temps. De toute façon, c'est jamais calme, ça. Mais ils apprennent aussi. Moi, l'année dernière, j'avais ça énormément, c'est qu'il y avait un groupe qui travaillait avec moi et qui était gêné par le bruit de l'autre groupe. Et ils me l'ont dit, maîtresse, ils font du bruit. Et après, quand eux allaient en autonomie, je me dis, mais vous faites aussi du bruit. Et il y avait une sorte de régulation. Après, ils se sont rendus compte que, on embête les camarades, donc on va faire attention.
Et au bout d'un moment, le bruit s'est atténué. Après, il y a des phases où c'est le cirque total, des fois c'est, comme dans une classe classique, des fois ça part totalement, on ne sait pas pourquoi, mais de manière générale, ça va. C'est ce qu'on se disait quand on a commencé à changer l'année dernière, parce qu'on a décidé de changer tout en cours d'année, parce qu'on avait une variable qu'on maîtrisait, c'était les élèves. Parce que les élèves, on les avait déjà depuis quelques mois, on les connaissait, on savait comment était chacun, donc on savait qu'on pouvait tenter des choses, parce que lui il fonctionnait comme ci, comme ça. Ça nous a permis de développer quelque chose de nouveau, on va dire, en étant à peu près rassurés. Mais ça c'est clair qu'on s'est pris des murs, hein, le mur du son, voilà. Le mur du son, donc c'était le premier qu'on s'est pris parce qu'effectivement c'était très bruyant et il a fallu travailler énormément là-dessus avec les élèves et leur dire que bah, ça c'est pas possible. Et donc moi personnellement ce que j'ai fait cette année c'est quand ils disaient maîtresse ils font trop de bruit, on s'entend pas, bah, je coupais la classe. Ok, bah stop, tout le monde se réunit, vas-y redis ce que tu as dit. Bah, vous avez fait trop de bruit, on n'arrivait pas à entendre et donc en fait on va dire c'est plus moi qui fais la police, je fais en sorte que ce soit eux qui fassent la police à leurs camarades pour qu'ils comprennent que ben, c'est pas que moi, c'est pas, si je râle c'est pas parce que ça me dérange moi, c'est parce que ça dérange aussi les autres, il n'y a pas que moi dans la classe. En fait c'est vraiment un fonctionnement qui change complètement de l'ordinaire parce qu'il n'y a plus, on va dire, une maîtresse avec des élèves. Une maîtresse avec 24 élèves, mais il y a 25 maîtres et maîtresses potentiels qui peuvent apprendre aux autres. Et donc ça, les élèves, ils doivent aussi comprendre qu'ils peuvent faire apprendre des choses aux autres. Oui, ouais. Mais par contre, du coup, là, quand par exemple, vous faites dicter au calcul mental tous ensemble, là, à part les 15 places assises, les autres qui sont assis ou des cahiers. Les autres, bah, ça dépend ce que je fais. Le calcul mental, souvent, c'est sur l'ardoise, ils se mettent, ils peuvent se mettre assis par terre. Et sinon, si c'est un travail écrit pour des phases collectives, parce qu'il y a des temps collectifs, il y a un groupe qui se met au U et l'autre groupe aux places flexibles. Et puis, je fais tourner dans la journée, quoi, sur les temps collectifs. C'est pas toujours les mêmes qui sont à la table. En place assise, d'avoir le nombre des élèves. Ah oui, mais là, on a même plus, enfin moi j'ai même plus de places assises que d'élèves. Si je compte toutes les assises possibles, j'ai plus de places assises disponibles que d'élèves. Voilà. Après, c'est vrai qu'au U, moi je leur demande d'être assis correctement. Parce que je me dis, les années d'après, quand ils vont aller dans une classe ordinaire où il y a une table, une chaise, tu dois rester assis, il y a quand même un moment où il faut qu'ils soient assis, quoi. Donc bon, j'ai des élastiques pour une chaise pour qu'ils puissent bouger, mais les coussins d'équilibre aussi, un peu remués, ça les a fait sur. Oui. Ma deuxième question, c'est comment vous faites pour les élèves dont les métiers sont complètement différents. Dans ma classe, j'ai des vraies tortues et au fond des rapports au plan de travail, je veux que vous adaptez, mais alors du coup pour les. Sans même faire toutes les alors moi j'ai le problème là, j'ai par exemple des élèves qui le mercredi matin viennent me voir en me disant maîtresse, je finis le plan de travail. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, alors dans ce cas-là, moi je ne l'ai pas mis là, mais si vous regardez sur mon blog, je l'ai mis, c'est des fiches projets. Donc par exemple, souvent en début de période, je leur propose de faire la décoration de la porte. Donc en fait, ils ont une fiche sur laquelle il y a plusieurs activités proposées, le matériel, les consignes, et je leur dis, vous vous débrouillez, je ne vous aide pas. Et ils sont obligés de lire les consignes, de comprendre ce qui est demandé et de tout réaliser en autonomie. Ou après, c'est des élèves qui ont, quand ils ont fini leur plan de travail, ils ont droit à ça. Ou s'ils ont des questionnements, des projets. Là, j'ai par exemple une élève qui m'a demandé d'où venait la première plante. Donc là, on a fait un projet sur l'origine du monde où ils ont des petites activités pour essayer de mieux comprendre. Voilà. Et du coup, ceux qui sont très lents, alors souvent, ceux qui sont très très lents ou qui ont la tendance à un petit peu être déconcentrés, en fait, je sais pas si je peux le remettre. En fait, au niveau de mon U, j'ai deux petites tables où je mets des élèves. Alors là, je n'ai pas mis le U. En fait, ici et ici, j'ai deux petites tables où je prends des fois des élèves que je sais très lents ou très en difficulté, et comme ça, même quand je suis en centre guidé avec les autres, je les ai sous les yeux. Et aussi, comme tu as vu dans le plan de travail collectif, souvent il y a par exemple un centre d'autonomie mathématique, puis un centre d'autonomie anglais. Bah, eux, ils vont peut-être prendre plus de temps, manger du temps d'autonomie anglais pour faire l'autonomie mathématique, en essayant de réguler un petit peu comme ça. Voilà. Oui. Il y a des disciplines comme anglais, allemand, oui. Si on va chez les plus grandes histoires des compagnies, vous faites comment en fait? Parce que ça, je vois bien, ça peut fonctionner en français maths. Oui. Mais ils ne sont jamais en anglais. Alors après, si l'après-midi, c'est groupe quand c'est anglais, quand on fait musique, quand on fait questionner le monde, là par contre, c'est un groupe classe. Mais du coup, vous les
déplacer la table. Alors là, on en met beaucoup dans le U et on a des tables quand même au fond de la classe. On les déplace, on les tourne et de manière générale, on arrive à avoir le bon nombre pour... voilà. Vous avez des grandes classes? Ouais, pas de cette... Bah, Franchement, elle non. doit être, voilà, Quand il y a 26 c'est ma classe. c'est J'ai autant de pas... fenêtres. Ouais. Elles sont pas si grandes que ça. On n'a pas les mesures, mais elles sont pas... 7 par 7, un truc comme ça. Ça doit faire. C'est pas énorme, hein. Ça fait la moitié de la salle là. Oui. Quand j'avais des CE1, oui. Ouais. Après, ce qui est intéressant, c'est de l'adapter, de se dire, je fais un CE1, le premier cours, je fais une leçon un peu plus allégée, enfin, tu peux tout de suite. Les autres, ils n'ont pas tenté d'écouter. Bah, au début, oui. Oui, il y en a, hein, mais après, je veux dire, quand ils sont à fond dans leur activité d'autonomie. Ouais, mais quand ils se rendent compte que à la fin de la semaine, ils n'ont pas fini leur truc et que je ne peux pas leur valider des choses, et ben ils s'étonnaient et du coup, voilà. Je vais vous mettre l'adresse du blog. Pardon? Cette année, ils en avaient avec Eugène Gaumont. Alors moi j'ai des fichiers Bookcom en calcul et en géométrie qu'on utilise en validation ou en centre d'autonomie. Et ils ont une page à faire en passage. En fait, les fichiers cette année, ils servaient plus de banque d'exercice qu'autre chose. Ah, c'est moi qui les ai fabriqués.